Nous sommes au Sénégal, sur la côte occidentale de l'Afrique, à Dakar, sa capitale. Presqu'île au bord de l'océan Atlantique, c'est l'une des plus grandes villes du continent africain. Plus de 3 millions d'habitants vivent dans la région, sur les 12 millions que compte le Sénégal. Dakar concentre 80% des activités économiques du pays, dans une conjoncture difficile due à une crise alimentaire et au renchérissement des matières premières. Outre le riz, la pêche est une ressource indispensable à l'alimentation des habitants. Les pêcheurs de Dakar trouvent l'essentiel de leurs poissons sur les 15 km de la magnifique baie de Han. Maguette Diop est membre de l'association Yarax, qui défend les familles de pêcheurs et se bat pour la préservation de la baie. La baie d'Han, c'est ce que nous avons comme trésor le plus précieux. Donc il y a une vingtaine d'années en arrière, c'était une baie très poissonneuse, n'est-ce pas? Mais aussi une baie où les plaisanciers ou les baigneurs de la région de Dakar venaient passer des heures très agréables, n'est-ce pas? Mais avec l'implantation des sociétés industrielles, à cause de la pollution aussi bien industrielle que des populations, cette baie a perdu de sa beauté. Sur le marché, la pollution de la baie est un sujet incontournable. Près des côtes, le poisson est rare et pollué. Les pêcheurs doivent s'éloigner de plus en plus loin pour trouver du poisson comestible et en quantité. C'est des poissons qu'elle a achetés à la plage de Han Bacheroul. Les poissons sont très chers parce que dans la mer, il n'y a plus de poissons. Dans la baie d'Han, il n'y a plus de poissons. Aïssatou fait son marché pour préparer le thiéboudienne, le plat national du Sénégal. Poissons, riz et légumes composent ce plat qui est le quotidien des familles de Dakar. C'était un pêcheur, n'est-ce pas? Mais maintenant, il n'est plus un pêcheur parce que la ressource halieutique a diminué. Il n'y a plus de poissons. Soit les pêcheurs ils sont au chômage, ou bien ils se reconvertissent dans un autre métier. Parce qu'il n'est pas intéressant qu'ils passent la nuit en mer, ou bien la journée en mer, et qu'ils reviennent avec des prises vraiment qui sont très faibles. Donc ça, c'est des problèmes auxquels vraiment ils sont confrontés. On doit tous se mobiliser pour véritablement, donc aussi bien lutter contre la pollution industrielle, mais aussi la pollution domestique. Depuis quelques années, certains tentent de dépolluer la baie. Cela fait maintenant 3 ans que les équipes de Seine Environnement, spécialisées dans la dépollution maritime, retirent quotidiennement des tonnes de déchets solides échoués sur les plages. Les premiers résultats sont visibles, mais il reste encore beaucoup à faire. Christian Moalik, directeur technique de Seine Environnement, coordonne cette dépollution. Demande au gars à venir avec leur pelle, là, non? Cette année, on a dû, je sais pas, ramasser 2-3 camions de 16 mètres cubes de pneus. On a fait un grand travail de profondeur. Nous avons creusé jusqu'à 4 mètres pour enlever les gros déchets. Beaucoup de pneus, des épaves de pirogues, des plastiques. Voilà, c'est les gros, des conserves. Et donc maintenant, depuis quelques mois, nous ne faisons que de l'entretien, quoi. Lorsqu'ils ont commencé, les plages de la baie étaient une véritable décharge. Elles étaient si sales que même les ouvriers souffraient de maux de ventre après quelques heures de nettoyage. Un début de choléra est même apparu en 2005. Aujourd'hui, les efforts commencent à donner des résultats. Nous sommes en face du fameux canal 6 qui déverse toutes les eaux usées de Dakar et les usines qui se sont branchées dessus aussi. La grosse pollution de la baie de Han vient de ce canal 6.
qui n'était prévu au départ que pour les eaux pluviales. Ça a été construit par les coloniaux. Normalement, ça ne servait que pour les eaux pluviales. Et donc, en plus de ça, nous avons aussi toutes les poubelles des maisons qui y déversent directement dans le canal. On a des sociétés textiles, on a des sociétés alimentaires, on a des sociétés pharmaceutiques, n'est-ce pas, hein? Donc, qui déversent en même temps, donc vraiment chaque jour dans la baie d'Anne, des eaux vraiment qui contiennent des produits hautement toxiques, hein, tels que le phénol, ou bien le mercure, ou bien la soude caustique. Le canal 6 n'est pas le seul exemple de canal qui va directement dans la mer. Car en général, tous les déchets domestiques ou industriels de la région y sont rejetés. Une des nombreuses entreprises qui polluent, l'abattoir, la Sogas, située à l'entrée de la ville. Cissé Talla, son directeur, nous fait visiter sa société, tout à fait conscient des problèmes de pollution que génère l'abattoir. Voilà, vous avez ici les panses qui proviennent de l'abattage de tous les petits ruminants, moutons et chèvres. Il y en a environ 1500 par jour. Les panses sont vidées dans ces bassins et lavées. Alors le contenu des panses et tous les déchets tombent des bassins dans un caniveau vers le point de rejet final. Et de ce point de rejet final, ça va en mer. Vous voyez la quantité de sang qu'il y a? Et le sang aurait pu être valorisé. Malheureusement, tout ceci va être mélangé avec l'eau et va aller en mer. Et quand on sait la teneur en azote et autres du sang, très difficile à faire disparaître. C'est un élément extrêmement polluant. Pour tenter d'enrayer la source de cette pollution, l'Agence française de développement apporte des conseils et un appui financier. Claire Farjoudou développe un programme de dépollution industrielle. C'est une première au Sénégal. Je viens souvent visiter toutes les entreprises de la baie de Anne pour pouvoir évaluer un petit peu quels sont les déchets et ensuite pour pouvoir parler avec les entrepreneurs et les directeurs généraux pour savoir quels sont leurs rapports par rapport à ces pollutions. Est-ce que ça les dérange ou est-ce que finalement ça leur importe peu? Oui, c'est très dérangeant, ça nous gêne. D'abord moralement, c'est pas très valorisant de se sentir pointé comme parmi les gros pollueurs, surtout quand on pollue une si belle plage comme celle de Anne. Ça nous gêne de ce point de vue-là. Effectivement, la Sogas est très motivée pour remédier à tous ces problèmes. Donc ils ont déjà investi dans une chaîne qui va améliorer le process et va finalement permettre de réduire déjà la pollution en isolant tout le sang. Ensuite, ils sont en train de travailler aujourd'hui pour voir comment installer un système de pré-traitement qui leur permettrait de se mettre aux normes exigées par la direction de l'environnement et des établissements classés. Excréments, sang, paille, déchets de toutes sortes, tout est rejeté directement. Et les pêcheurs continuent de pêcher. C'est une des sources les plus polluantes. On peut espérer pouvoir se baigner dans la baie de Anne, avoir les eaux de qualité de baignade en 2012. Et donc les autorités sénégalaises ont proposé un schéma technique pour dépolluer la baie. Et ont demandé à des bailleurs de le financer. Des canalisations pour un collecteur pour récupérer les eaux usées, une station d'épuration pour les traiter et un émissaire en mer pour rejeter les eaux traitées à 3 km. Ce projet ne peut exister que si les industriels acceptent d'une part de faire des pré-traitements, ce qui suppose un investissement initial qui peut être assez conséquent, et d'autre part de payer une redevance pour faire tourner la station d'épuration, puisque ça a des coûts. C'est très dangereux que les enfants se baignent dans la baie d'Anne, parce que le mercure, par exemple, ça peut créer des problèmes à la membrane cervicale et créer donc des problèmes de trous de mémoire. Mais les enfants d'Anne, ils vont à l'école, ils apprennent dans d'autres choses, ils doivent grandir et être comme tous les enfants du monde. Évidemment, les maladies liées à la pollution de l'eau et à l'assainissement sont très fréquentes, à Dakar comme dans l'ensemble du Sénégal. Les médecins le constatent malheureusement tous les jours.
Massa. Enlève la couche. Elle a fièvre, vomissement et diarrhée. Personnes âgées et enfants sont les plus fragiles et les plus touchés. Vous voyez, on a aujourd'hui beaucoup de cas de diarrhée. Ils ont aussi des parasites. Des parasites. Donc, et des infections respiratoires. Donc, vous voyez, on a toutes ces pathologies qui sont dans cette zone-là. Nous rencontrons souvent ces cas-là, surtout chez les enfants. Les anémies aussi, comme vous voulez, dues aux parasitoses intestinales. C'est un problème de santé publique aujourd'hui dans notre zone. Faire en sorte que les gens puissent vraiment prendre de l'eau potable, prendre les mesures d'hygiène, se laver les mains avant de manger. Vous voyez, donc ça c'est très important et c'est une chose très négligée dans notre secteur. La dépollution, l'amélioration de l'assainissement, mais aussi l'éducation des habitants sont indispensables pour une meilleure santé publique, car les pathologies s'aggravent lorsque la population néglige ou méconnaît les gestes de base. Mais à Dakar, les moyens sont limités et les infrastructures font bien souvent défaut. Cependant, de gros efforts ont été faits pour permettre aux Dakarois d'accéder à l'eau potable, qui est une priorité. À Ngor, au nord de Dakar, Mbegay vit depuis toujours avec sa famille. Il bénéficie enfin d'un robinet à domicile. Son installation fut un événement pour toute la famille. Ici, on est chez nous, là. Là, ce sont les toilettes pour prendre sa douche. Mais il n'y a pas de WC. Ici, chez nous, il n'y a pas de WC. Bon, là, après, il y a des tuyaux qu'on met sous terre qui vont sortir pour aller verser l'eau vers la mer. Mais ici, il n'y a pas de WC dans les maisons. Pour aller au WC, nous sommes obligés d'aller à côté de la mer, derrière les rochers. Avec l'arrivée de l'eau, ça s'est beaucoup amélioré. Parce qu'avant, il fallait prendre des baignoires pour aller vers la mosquée, là où il y a la borne fontaine de la commune, pour puiser de l'eau. Les femmes sont moins épuisées parce que se lever le matin de bonne heure, aller jusqu'au garage, faire 500 mètres, 300 mètres pour aller puiser, mettre ça sur la tête et venir. Ensuite, se mettre à laver, faire la cuisine, tout ça, c'est vu. Mais quand on a un robinet chez elle-même, quand elle a un robinet chez elle, là, c'est beaucoup plus facile. Elle a juste l'eau à côté, elle a moins de problèmes, elle se fatigue moins. Si MB bénéficie d'un accès d'eau, c'est grâce au PEPAM, le programme d'eau potable et d'assainissement du millénaire, mis en place en 2005 par le gouvernement. Il est financé par l'AFD, la Banque africaine de développement ou encore la Banque européenne d'investissement. Fadel Ndao est le coordinateur de ce programme. Nous sommes sur la bonne voie. En tout cas, en milieu urbain, déjà en 2005, on avait déjà presque atteint un service universel pour l'eau potable. Et donc, on a fixé un objectif plus ambitieux d'accès par connexion domiciliaire. En 2005, on avait un taux d'accès à l'eau potable par branchement en milieu urbain qui était de l'ordre de 70%. Et l'objectif, c'était d'arriver à quelque chose comme 85% en 2015. Un peu plus loin, Mamadou Faye a eu plus de chance. Il a l'eau potable, mais aussi depuis quelques mois un tout à l'égout pour collecter ses eaux usées. C'est l'ONAS, l'Office national de l'assainissement du Sénégal, qui l'a raccordé. Bon, ici vous avez la dalle de l'assainissement et vous avez le lavoir. On verse l'eau, tout l'eau qu'on a fait le ménage et puis la cuisine, tout, on verse ici.
et il va dans les égouts. Les WC, bon, il n'y a pas de tasse d'eau, il n'y a rien, il y a le seau. Et là, on a la douche pour se laver. Il y a un seau qu'on puisse de l'eau. Vous avez le compteur, le robinet d'arrêt qui est ici. La facture d'eau, on le paie à SDE. C'est la compagnie de l'eau. Mamadou a effectué les travaux de plomberie. La Sénégalaise des eaux s'est chargée d'acheminer l'eau au domicile et de poser le compteur. Maintenant, on est tranquille et c'est moins sale. C'est plus propre. Quand on a tout ça, c'est plus propre. Maintenant, on fait la cuisine facilement. Après, on vide l'eau. Après, on nettoie. On est satisfait. Hein. Oui, on est satisfait. Et c'est tout le monde, hein. Surtout les femmes. Les femmes, elles sont très contentes, tu vois, ma soeur. Elle ne va plus à la Bonnefontaine pour prendre de l'eau. Elle a l'eau chez elle. Moi, pareil, mon frère, pareil. C'est positif. Nous, notre seul problème, c'est que le projet, les toilettes, là, ils ne l'ont pas fait dans toutes les maisons, là. Parce qu'il y a certains, ils vont dans les roches pour faire leurs besoins ou bien à la mer. Ce que beaucoup parmi nous déplorent. Moi, ça me dérange, surtout en hivernage, là, quand tu vois des cacas près de la mer, là. J'ai la chair de poule. Moi, j'aime pas. Chaque matin, je vais me baigner à la mer, là, je vois les gosses, il y a une cinquantaine de gosses, là, qui font caca un peu partout, là. C'est gênant, sur les roches, là. Ça dérange, ça me dérange. Et ça dérange tout le monde. La mer, là. Aller aux toilettes près de la mer, là, c'est pas normal. On n'est plus au temps des anciens, on est dans le XXe siècle. Actuellement, le monde est presque un village planétaire. Il y a la télé, il y a les communications, tout marche. Il faut évoluer avec le temps. Pour l'assainissement urbain, le bilan peut sembler un peu plus mitigé. Mais je pense également que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes à 64%. Et l'objectif, c'est d'arriver à 78%. Donc des efforts supplémentaires méritent d'être faits, bien que les financements aient été mobilisés, mais la capacité de mise en œuvre de l'ONAS reste à être renforcée pour atteindre les objectifs. Toutes les eaux usées collectées dans le quartier de Mamadou sont traitées à la station d'épuration de Cambérène. La ville de Dakar compte 3 stations d'épuration. Elle traite seulement 20% des eaux usées de la ville. Il reste donc encore beaucoup d'efforts à faire. Si en zone urbaine, l'accès à l'eau potable, soit à la fontaine, soit chez l'habitant, est en passe d'être résolu, l'assainissement est aujourd'hui la priorité du programme d'eau potable et d'assainissement du millénaire. En zone rurale, la situation est totalement différente. La principale difficulté est l'accès à l'eau potable pour les populations. Pirou Mendari, un village situé à 70 km de la capitale, est un bon exemple. Ici, les femmes puisent l'eau à la force des bras, non sans difficulté. C'est des scènes qu'on voit tous les jours. Donc tous les jours, c'est des scènes donc, qui sont habituelles. Quand la demande est très forte, on ne peut pas mettre plus de 4 ou 5 poulies dans le puits. Il y a une queue qui se fait et puis les gens se disputent pour passer la première ou des choses comme ça. Chaque jour, on s'engueule et on se bat à cause du manque d'eau. La famille attend et on n'a toujours pas d'eau. On vient avec une bassine ou deux et on se bat. Parfois, on en arrive au sang à cause du manque d'eau. Depuis hier, je n'ai pas de quoi boire ni manger. Mes enfants sont sales, assoiffés et affamés. Le village d'à côté n'a pas d'eau non plus. Ça fait 1 mois que je ne peux pas faire de lessive. L'eau qu'on boit n'est pas potable. Ça nous rend malades, mais on n'a pas le choix.
C'est simple quoi, mais c'est difficile parce que ça nécessite seulement de la force. Bon, ça nécessite seulement de la force. Tu vois, bon, c'est un puits de plus de 50 mètres. Ils vont puiser comme ça, ils n'ont pas de gants ni rien du tout, avec des cordes, avec un seau qui peut contenir au moins 5 litres d'eau. C'est ça ce qu'on appelle le bac. C'est pour ce qui sert à puiser l'eau à l'intérieur. Ça veut dire que pour pouvoir réussir à avoir 200 litres d'eau, il te faut au minimum 2 heures de temps. Et c'est aussi très risqué. 6 femmes sont tombées dans le puits. Ce puits est le seul point d'eau du village pour plus de 2500 habitants. Une solution doit bientôt voir le jour car Diane Faye, le directeur de l'hydraulique rurale, annonce la construction d'un château d'eau dans les prochains mois. C'est pas tout le monde qui est apte à faire ça. Mais également, le problème, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça c'est un type de puits traditionnel. C'est même pas un puits moderne. Donc on n'a pas ce qu'on appelle une dalle anti-bourbier qui évite que le puits soit contaminé. Il y a beaucoup de seaux qui sont en même temps dans le puits et qui sont dans des conditions qu'on ne connaît pas. Il se peut qu'il y ait une contamination forcément, même si la nappe n'est pas contaminée, parce que si la nappe est contaminée, c'est dramatique. Ça veut dire que s'il y a une maladie, ça se propage très très vite. Donc tout ça, c'est des réalités auxquelles les gens sont confrontés. À quelques kilomètres, les habitants du village voisin bénéficient déjà d'un château d'eau. La direction de l'hydraulique rurale et la direction de l'assainissement rural se réunissent régulièrement pour étudier les futurs raccordements. Ce château d'eau alimente 18 villages. Moundor Madioun, de la division régionale de l'hydraulique, gère le réseau. C'est dans les 18 villages où on a à peu près 36 bonnes fontaines. Et au niveau des 18 villages, il y a à peu près 116 branchements privés, réalisés donc par les propriétaires de maisons qui veulent avoir leur eau courante dans leur domicile. Plus maintenant, sans compter les branchements communautaires, c'est-à-dire donc les branchements des dispensaires, des mosquées, des centres communautaires. On peut avoir un village où il y a juste une bonne fontaine. On a des villages où on a plus de 2, de 3. C'est en fonction donc de la taille et de la répartition géographique de l'habitat. Là, on est en présence d'un branchement particulier au niveau d'un domicile privé. Et là, ce couvercle, c'est pour pouvoir bien protéger le robinet avec l'usage des enfants. On le ferme à clé. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que l'eau est payée ici au volume. Donc tout ce que vous consommez, à la fin du mois, vous le payez. Non seulement la qualité y est, il y a également la facilité dans la recherche de l'eau. Et les gens ont beaucoup plus de temps de s'adonner à d'autres activités et vraiment de faire pas mal de choses, des actions de développement en réalité. Les réalisations qui ont été faites à ce jour nous permettent d'être très optimistes par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé, qui était d'avoir un taux d'accès de 82% en 2015. Nous sommes à un taux d'accès de 72% aujourd'hui. Il y a 10 points à gagner d'ici 2015 et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Confronté à de nombreuses difficultés économiques, le Sénégal, avec l'aide des organisations internationales, a pris le problème de l'eau à bras-le-corps. Mais il est indispensable que la population s'investisse pour améliorer ses conditions de vie. Adopter les bons gestes, éviter le gaspillage de l'eau sont les messages que les différentes campagnes de communication de la SONES, la Société nationale d'exploitation des eaux du Sénégal, diffusent pour une utilisation rationnelle et hygiénique de l'eau. Aujourd'hui, les Sénégalais veulent atteindre d'ici 2015 les objectifs du millénaire définis par l'ONU. Assurer au plus grand nombre de personnes un accès durable à l'eau potable et à l'assainissement.
Afrique.